Bonsoir et bienvenue à votre émission politique Le Débat sur Africable Télévision. Le Mali, comment sortir de la crise? C'est le thème de votre émission politique Le Débat de ce week-end. Dans le cadre de la recherche de solutions à la crise sociopolitique en cours au Mali, une mission de haut niveau de la CEDEAO comprenant 5 chefs d'État des pays membres a séjourné à Bamako le jeudi 23 juillet. Une mission à la suite de celle conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et de la mission ministérielle du 18 au 20 juillet 2020 visait à travers les bons offices de l'institution sous-régionale à conduire la classe politique malienne à l'entente pour la paix et à la stabilité du pays. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est aussi prévu ce lundi. Pour en parler, nos invités sont le thème, je le rappelle, le Mali, comment sortir de la crise. Docteur Mahamadou Konaté du M5 RFP. Docteur Konaté, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Abdul Salam Togola de la CFR, la Convention des forces républicaines, c'est ça? C'est ça. Voilà, Monsieur Togola, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous également. Et merci de m'avoir invité. Monsieur Mohamed Chérif Haïdara, président du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Maguire. D'accord. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous sur le thème, je le rappelle, comment sortir de la crise. Pas d'accord entre la CEDEAO et le M5 RFP. La journée marathon de médiation des chefs d'État dépêchés à Bamako n'a pas réussi à faire bouger les lignes, docteur Konaté. La fracture reste béante. Tout à fait. Et j'avoue que je suis de ceux qui étaient dessus, qui sont encore dessus par cet échec. Parce que j'ai pensé que les chefs d'État, avant de venir dans notre pays, avaient pris le soin de collecter toutes les informations pertinentes sur la situation de notre pays, sur les rapports de force en place, et d'avoir commencé déjà à mûrir des réponses adéquates à apporter à tout cela. Après une journée de négociation, une demi-journée, même pas une journée, une demi-journée de négociation, on ne peut que constater, pour le moment en tout cas, l'incapacité de ces chefs d'État politiques de pouvoir nous offrir quelque chose qui permet de sortir de cette situation. Mais rien n'est totalement perdu non plus, puisque le sommet qu'ils ont annoncé se tiendra demain. Ils vont faire un compte-rendu aux autres chefs d'État avec lesquels il y aura des discussions, et nous espérons qu'ils sauront apprécier la situation à sa juste mesure et sauront faire des propositions acceptables par toutes les parties. En ce qui nous concerne, par le biais de notre imam Mahmoud Diko et de Shogel Kokala Maïga, porte-parole de notre comité stratégique, il est entendu que nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quelle solution. Une solution honorable, une solution qui rend justice à nos morts, à nos martyrs, et une solution qui permette de changer le type de gouvernance dans notre pays peut être envisageable. Voilà, vous avez parlé de solutions. Monsieur Togola, au niveau de la Convention des forces républicaines, la médiation des chefs d'État, pour vous, est-ce un échec? Même si on s'est dit optimiste quand même. Merci beaucoup. Mon cher, avant de commencer, moi je voudrais que vous me donniez un peu le temps de remercier l'Africa pour l'initiative. Et je pense que grâce à ces genres d'initiatives, les Maliens commencent à comprendre et à se regarder en face, à s'exprimer librement sur leur vraiment avis dans les questions de la nation. Et moi aussi, je voudrais vraiment aussi m'incliner devant la mémoire de tous ces Maliens
qui tombent chaque jour. Depuis le début de cette crise en 2012, des Maliens et des soldats qui acceptent malgré les difficultés de vraiment défendre le Mali au prix de leur sang. Je voudrais m'incliner devant leur mémoire. Et aussi passer par la région des Mopti, vraiment simplement des innocents qui sont vraiment assassinés vachement et vraiment une chose à déplorer. Et venant à Bamako ici, des Maliens qui ont compris qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent qui n'aimaient pas, qu'il va falloir démocratiquement s'élever et défendre et crier pour que les dirigeants puissent savoir que les Maliens ont des difficultés et malheureusement que les choses ont mal tourné, d'autres ont perdu la vie, notamment ceux du 10 juillet et que quelque chose vraiment que je m'incline devant leur mémoire et que vraiment que ça ne soit plus jamais au Mali. Maintenant pour répondre à votre question, moi je pense que ça n'a pas été un échec. L'arrivée des chefs d'État les a permis d'écouter, de comprendre, d'être des témoins sur le terrain et comprendre l'ampleur de la chose. Et ce qu'ils ont dit, ils ont écouté toutes les parties en ce moment. Demain, lundi, ils vont faire vraiment un compte rendu détaillé des autres et en ce moment, ils vont prendre une décision. Ici, ils n'ont pas pris de décision. Donc, je pense que s'ils avaient déjà pris une décision qui partait à l'encontre de tout le monde, je pense qu'en ce moment, on allait parler d'échec. Mais il n'y a pas eu d'échec. Et je voudrais aussi que les gens ne soient pas surpris. Moi, je pense que la CEDEAO n'était pas là pour dire quelque chose qui allait me plaire moi et qui allait peut-être plaire à Docteur et qui allait peut-être plaire à Hydra. Ils étaient là pour chercher une forme et des propositions autour desquelles les Maliens puissent se retrouver. Donc, ce n'est pas forcément que ce soit moi, mon avis, et que ce soit l'avis de Hydra, mais que ce soit des solutions autour desquelles la majeure partie des Maliens puissent se retrouver et que nous sortons de là. En tout cas, on va en parler. Monsieur Aïdara, vous êtes le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Vous avez participé aux négociations en tant que société civile. Quelle est votre perception de la situation actuelle du pays? Tout d'abord, merci à la télévision panafricaine qui, à travers ces belles initiatives, permet à tout le monde d'avoir une opinion du sujet. Et la société civile a fait une saine appréciation du problème dès le début. Notre président Brahim Alain Touré, avec le vice-président Sanogo, ont convoqué une réunion et nous avons adressé une lettre depuis vers le 15 mai pour attirer l'attention. En tant que société civile, nous sommes une association, une société civile de veille. Nous ne sommes ni de la majorité, ni de M5, ni de l'opposition. Et c'est un rôle pas facile. Et ça n'a suivi des marches. Nous avons demandé à rencontrer le président. Le président Brahim Alain Touré a rencontré le président 4 fois. On a fait des propositions. Et c'est à la suite de ces 4 propositions, plus un 5e, qu'on a eu de la matière à proposer à l'imam. On a rencontré aussi 3 fois l'imam. Et nous avons compris que ces propositions, bien qu'elles ne soient pas totalement acceptables, mais ça peut être un début d'une négociation. Et la CEDEAO est arrivée, nous les avons rencontrés. Et la première visite de la CEDEAO, on n'était pas conviés. Donc on a attiré leur attention. On est une société civile. Si nous ne sommes pas conviés, il y a un souci. Donc la deuxième fois, on a été associés. Nous les avons remis les 4 points. Et conclusion avec la rencontre avec le président et Mahmoudou Dikoul très respecté. Et on a été surpris de voir 10 points sur lesquels on était supposé être tous d'accord. Et ce qui n'était pas le cas. Et le président Brahim Alain Touré a signalé que... 10 points sur combien? 10 points sur 9. Sur un seul point, on a été d'accord. Sur ces 10 points, nous avons été d'accord sur... 10 points, vous avez été d'accord sur un seul? Un seul point, le remembrement de la Cour constitutionnelle. On a été très clair en disant qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, ils sont revenus, on a, comme vous l'avez si bien dit, rencontré les chefs d'État. Nous avons réitéré les points que nous avons avancés et nous sommes convaincus que personne de M5, ni de imam, veut vraiment détruire le Mali. Ils ont fait un constat, ils ont fait des propositions cohérentes et correctes, à notre avis, qui sont discutables. Pour revenir à répondre à la question, les chefs d'État étaient dans une position de venir entériner ce qu'on les a dit. On a attiré leur attention avant leur arrivée. Vous savez, on n'était pas sur le programme. C'est après que la société civile a été rajoutée, compte tenu des efforts qui ont été faits. On les a fait comprendre.
Voilà. Parce que la société civile a quand même participé aux On a négociations participé, mais dans le avec programme, la oui. CEDEAO 2, hein, Tout avec à fait. Goodluck Jonathan. Oui, mais sur la rencontre avec le chef d'État, ils ne nous avaient pas mis là-dedans. Ok. Donc, quand on a pu contacter certains membres de la délégation pour leur dire vous allez faire une très mauvaise appréciation parce qu'il y a des éléments qui vous manquent, ils ont compris que c'est important de revoir ce qu'on a proposé. Et quand nous les avons rencontrés, ils ont compris, après les séries de rencontres qu'ils ont eues, moi j'étais agréablement surpris. Je les remercie sincèrement leur sens d'écoute. Ils ont écouté religieusement. Ils ont eu tous les éléments d'appréciation. Moi, je dirais que cette mission a été une mission réussie. La seule forte note que nous avons, constatée, c'est de nous dire qu'il y a une ligne rouge. En manuel de médiation, il n'y a pas de ligne rouge. On est tous d'accord que nous parlons autour d'une constitution. Donc, nous ne voyons pas une ligne rouge. Et cette visite a été pour nous édifiante. Nous avons vu des chefs d'État comme Bouhari, comme Ouattara, comme Macky Sall et comme le président Youssoufou. Et vous voyez leur visage, c'est-à-dire un souci pour le Mali, et ils veulent trouver une solution. Et le fait qu'ils ne nous ont pas imposé une proposition, en soi, pour nous, la société civile, est une réussite. C'est la réponse à votre question, je crois. Voilà, et justement, hein, docteur Konaté, tout à l'heure, M. Haïdara a parlé de lignes rouges, etc. Et en matière de négociation, voilà, et on ne parle pas, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que, quelque part, des propositions dignes d'intérêt n'ont pas été faites au M5 RFP. Des propositions dignes d'intérêt n'ont pas été faites. Par les chefs d'État. Parce qu'on pense que les chefs d'État... Oui, parce que l'impression que nous avons eue, c'est qu'ils voulaient entériner les conclusions de la précédente mission de la deuxième mission, la mission Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan. Yeah. Malheureusement, autour de laquelle il y a eu, comme je viens de le suggérer à mon aîné, quelques propos malheureux, quelques propos... j'ai pas envie de mensonger, mais en tout cas qui n'était pas du tout vrai. La société civile, pas savoir, en tout cas vient de dire qu'elle n'était pas d'accord avec la CEDEAO sur tous ces points. Alors que c'est que Goodluck Jonathan a laissé entendre, que toutes les parties qu'il a eu à entendre étaient toutes d'accord avec lui, sauf l'M5 RFP. C'est ce qui n'était pas le cas. Ce qui était faux. Vous voyez, donc on est parti sur vraiment de mauvais pieds. Et j'ai appris après aussi que les syndicats, la magistrature, n'étaient pas totalement d'accord avec. La SEMA aussi. La SEMA aussi n'était pas d'accord avec Goodluck Jonathan. Donc, vous voyez, tout ça dénote d'une certaine instrumentalisation malencontreuse d'une médiation de la CEDEAO qui était censée être à équidistance entre les parties. Selon vous, un travail de fond n'a pas été fait en amont? Non, un travail de fond, parce qu'il faut d'abord s'enquérir de la réalité. De la réalité de terrain, tout à fait, de fond, mais aussi un effort d'impartialité. Voilà. Un effort d'impartialité n'a pas été fait. Voilà. Et comme l'a dit, et comme vous l'avez rappelé tantôt, quand on vient pour négocier ou pour faciliter des négociations, on fait en sorte de ne pas amener l'une ou l'autre partie à penser que l'une ou plusieurs de ces positions sont indérogeables, ne sont pas à discuter. Il ne doit pas avoir de ligne rouge en matière de négociation. Donc on doit amener les gens à accepter de s'asseoir, à accepter de parler de tout, pour qu'au final on puisse dégager les éléments de convergence. Trouver un dénominateur commun. Voilà, entre les parties. Monsieur Togola, est-ce que vous partagez tout à l'heure, vous partagez ce que le docteur Konaté vient de dire? Bon, dire qu'il n'y a pas de ligne rouge en matière de négociation, je ne partage pas l'avis du docteur dans ce sens-là. Je pense que la CEDEAO aussi a ses principes. Comprenez? La CEDEAO a ses principes et ils ont dit que vraiment la CEDEAO n'acceptera plus que quelqu'un accède au pouvoir, sauf par voie électorale. Et maintenant, on voit qu'il y a des propositions et dans les recommandations, on demande le départ d'un président de la République démocratiquement élu. Donc, il a fallu qu'il rappelle, la CEDEAO rappelle que ça, c'est une ligne rouge. Mais en dehors de ça, tout est discutable.
Seulement, la démission vraiment du président de la République n'est pas discutable, chose vraiment qui fait partie des prérogatives de la CEDEAO. Et moi, je pense que la CEDEAO est venue, les propositions de la CEDEAO, ce n'est pas totalement dit que les propositions faites par la CEDEAO et que tous les Maliens sont unanimes là-dessus. La CEDEAO n'a pas pour vision de venir imposer quelque chose. Ils viennent juste écouter les Maliens et vraiment... En partant, ils peuvent proposer des pistes de sortie. Maintenant, c'est à nous, les Maliens, de réfléchir avec des propositions, des bases qu'ils ont jetées. Entre nous, nous allons voir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. La solution définitive revient aux Maliens. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils ne sont pas là pour imposer quelque chose. Donc, le fait de dire que nous ne sommes pas tous d'accord avec les propositions de la CEDEAO qui qualifient la mission d'un échec. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'ils sont venus poser des bases. Ils ont vraiment écouté les Maliens. Ils ont audité leur présence sur le terrain, surtout la composition de la délégation. 5 chefs d'État, ça prouve l'importance qu'ils accordent au Mali. Ils ont écouté tout le monde. Ça va leur permettre de comprendre la gravité du problème. Et le compte-rendu, c'est un compte-rendu, mais ça les a permis. Quand ils ont écouté le M5, ils ont compris d'autres choses. Quand ils ont regardé le visage des membres du M5 en face, ça les a permis de comprendre quelque chose. Quand ils ont rencontré la société civile, ça les a permis de prendre quelque chose. Je pense que demain, tous là, ils vont essayer de regrouper tout ce qu'ils ont vécu sur le terrain et ils vont faire des propositions. Et souhaitons que ce soit des propositions autour desquelles les Maliens puissent se retrouver et que nous revenons dans vraiment notre habitude, que les Maliens se trouvent en amis, vraiment. En tout cas, c'est le thème de cette émission, comment sortir de la crise. Allez-y. Voilà, sur un point. Vous savez, tout dépend de la manière de vous présenter une question. La façon dont la mission de Goodluck a présenté sa ligne rouge, c'est comme si cette mission pensait déjà, était d'accord, est arrivée à la conclusion déjà que nous voulons changer de manière inconstitutionnelle le président de la République. Justement. Ça, c'est injuste. Ça. Nous n'avons jamais dit que nous avons l'intention d'acter un changement anticonstitutionnel du président de la République. Du tout. On restait dans la Constitution. Absolument. Les actions que nous avons initiées, le cadre dans lequel nous avons inscrit nos activités, est totalement en accord avec la Constitution. La désobéissance civile, ce n'est pas un délit ni un crime chez nous au Mali. C'est peut-être le cas dans d'autres pays. Mais chez nous, c'est un droit. C'est un droit. Et c'est ce droit que nous avons invoqué. Donc, c'est de manière constitutionnelle que nous voulons changer le président de la République. Oui, mais beaucoup disent aussi que le problème, il n'est pas seulement... Le problème, il est beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement électoral. Tout à fait. Ça va au-delà. Voilà, ça va au-delà. En tout cas, on va y revenir. Je vais... voilà, M. Haïdara, vous avez parlé de réussite tout à l'heure quant à la mission de la CEDEAO, les chefs d'État. Vous avez parlé de réussite de cette mission. Réussite dans le fond ou dans la forme? Je dirais dans les deux. Et vous savez, nous parlons du Mali et de sa constitution. Ce que M5 a réclamé, c'est dans la constitution. Donc du moment où nous restons dans la constitution, il y a eu le mémorandum avec le préambule, il n'y avait pas question de parler de ligne rouge. Bon, on va dépasser cette ligne rouge pour aller dans la réussite, dans le fond et dans la forme. Vous savez, la CEDEAO a envoyé, ils ont un représentant, un M. Bouli, qui est très compétent, M. Konaté, des gens qui sont très compétents, qui connaissent bien les réalités, qui ont vécu avec nous tous, toutes ces marches et toutes ces revendications, et qui ont envoyé des rapports. Mais la façon dont ils ont défendu la cause, l'approche aurait pu être meilleure. Mais ça a été rattrapé après. Parce que quand vous venez pour dire des chefs d'État ne viennent pas pour négocier, l'essence même de la diplomatie, c'est d'avoir des ambassadeurs, des ministres des Affaires étrangères qui voient tous les partis, qui viennent pour entériner. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là n'ont pas été écoutés? Non, mais n'ont pas été écoutés? Non, en fait, ils ont été écoutés. Il y a eu des ambassadeurs. Les ministres se sont parlé. Ils ont eu un communiqué. Un chef d'État vient pour entériner. Un chef d'État ne vient pas pour négocier. Alors, ceux qui ont fait ce travail ont cru bien faire. Nous, on les a courtoyés. Il y a échangé avec eux. Donc, il y avait des points de vue de divergence. Et ils se sont dit, si certains points était déjà acceptable, ça veut dire que les autres n'étaient que des points accessoires qui vont compléter la chaîne de demande. Je m'explique. Nous avons demandé à la société civile
de dissoudre l'Assemblée nationale. Un acte fort. Okay? Et Jonathan Goodluck nous a regardé dans les yeux en nous disant, wow, it's the first time I hear about this. C'est la première fois qu'il a entendu parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, nous, ça nous a surpris. Vous comprenez? Donc, nous disons que si, depuis la contestation, l'article 39 a été appliqué, mais on ne considère pas l'article 39 comme étant une revendication. Parce que c'est une loi qui a été votée. On ne demande pas, on ne commande pas son droit, on l'arrache. Donc, nous, on ne considère pas ça comme un acte posé par le président. Le président Issoufou ne s'est pas ressaisi. Il a parlé de ligne rouge, certes, mais il est le président en exercice de la CEDEAO et il avait dit à l'issue de la rencontre, une interview qu'il a accordée aux médias, il dit que des mesures fortes seront prises à l'issue du sommet extraordinaire de ce lundi, le sommet en visioconférence. Oui, mais vous savez, ce que Youssouf, ce qui vient de dire le professeur Konaté, c'est que les lignes rouges, c'est le changement du pouvoir anticonstitutionnel. Et ce qui n'était pas le cas, et n'était pas le sujet de négociation. Sujet de négociation, il y a eu des demandes qui ont été faites. La société civile, à travers notre président Bourem Alaï Touré, nous avons remis ces 5 propositions. On attendait des actions fortes de la part du président. Dissoudre l'Assemblée nationale, parce que si nous acceptons un tripatouillage constitutionnel ou des arrangements institutionnels, nous créons un précédent et nous mettons même la première institution en danger que le président de la République. Donc ce que nous avons voulu et proposé au nom de la société civile et de la diaspora malienne, de dire voilà 5 points, si vous arrivez à adopter 2 de ces 5 points, les M5 qui a déjà bougé de sa ligne de démission du président de la République pourrait en fait voir en cela un acte de bonne volonté et on pourrait voir quelle charte on peut faire pour intégrer ça dans la gouvernance, quel que soit le Premier ministre, et intégrer ça dans cette charte dans notre nouvelle constitution. Parce que le problème ici, c'est quoi en fait? En réalité, tout le monde est inquiet de l'avenir et de devenir de Mali, mais surtout en 2023. Donc nous ne voulons pas des institutions qui vont nous imposer un président qui ne représente pas le suffrage des Maliens. Vous avez voulu réagir tout à l'heure. Oui, je voulais juste dire que c'est parce que, effectivement, les chefs d'État, on n'attend pas d'eux qu'ils viennent négocier entre des partis, mais qu'ils viennent prendre des décisions ou faire des recommandations. Que j'ai dit que leur mission était un échec. J'ai dit que la mission a été un échec. Parce que les résultats auxquels on s'attendait, c'était qu'à la fin de ces consultations, qu'ils révisent les propositions faites au préalable par la mission de Goodluck Jonathan, donc pour nous faire une proposition améliorée, acceptable par toutes les parties. Ça, c'était nos attentes à nous, et les attentes, je pense, de tous les Maliens. On s'attendait à des mesures fortes. Ils ne sont pas déplacés pour rien. Donc, à la fin, quand on nous dit, non, écoutez, on va rapporter, on va faire le compte-rendu. Depuis quand les chefs d'État sont devenus des rapporteurs, on va faire des comptes-rendus voilà, lors d'un sommet et ensuite on nous prendra des décisions fortes. Je pense même que le président nigérien a eu un lapsus quand il a parlé de décisions fortes. Je pense que diplomatiquement, il ne devrait pas tenir ce langage. Il doit parler de recommandations fortes, pas de décisions fortes. Il n'y a aucun support, à mon avis, juridique sur lequel il peut se baser pour imposer quoi que ce soit au Mali. Dans cette situation, non, je ne pense pas que quand il dit décision forte, c'est pour imposer quoi que voilà. ce soit. C'est pas son intention, mais le mot est trop fort. Voilà. C'était pas son intention. Le mot est trop fort. On trouve, en tout cas, c'était pas son intention. Je suis d'accord avec le mot est trop fort. C'était pas son intention. On va trouver la forme diplomatique pour corriger les choses. Voilà. Est-ce qu'on est, le ministre des Affaires étrangères nigérien, il a été très attentif. Voilà, monsieur Aïdara. Mais monsieur Togola, monsieur Togola, est-ce que du côté de la mouvance présidentielle, parce qu'un sommet est prévu ce lundi, un sommet virtuel, est-ce qu'on est plutôt confiant du côté de la mouvance présidentielle quant à un dénouement heureux de la situation? Nous sommes confiants. Moi, je pense que là où la situation se trouve aujourd'hui, et je vais revenir un peu en arrière, que c'était important pour les chefs d'État de préciser cette formule, d'écarter la démission du président de la République. C'était important. Parce qu'il y a des actions qui ont suivi cette décision-là. La lutte était partie d'un moment où
Au début, nous avons vu que c'était des difficultés des Maliens qui étaient cités. Nous avons touché les problèmes de sécurité, les problèmes d'école et tout ça. C'était vraiment appréciable de la part du M5. Mais là où il fallait bien les fonder. Voilà, mais là où nous arrivons il n'y a rien qui interdit la position d'un président. Voilà. Docteur, il y a des actions qui ont suivi. Là où on arrive sur une place publique, demander à des gens d'aller remettre une demande de démission au président de la République. Nous pensons que ça veut dire que c'est volontaire. C'est d'ailleurs là où le président Issoufou a parlé de ligne rouge. Et après un jour, après une manifestation, nous avons vu des gens se diriger vers la résidence du président de la République. Donc ça veut dire que les gens, on avait compris que les gens ont des problèmes avec le président de la République. Sinon, il y a des démarches qui étaient correctes. On peut adresser une demande de démission au président de la République, ce n'est pas un problème. Mais allez-y vers la résidence d'un président de la République, c'est dangereux. Donc c'était important pour les chefs d'État d'écarter cette formule-là pour ne pas que les gens soient donnés. Nous avons vu ce que ça a donné. Le mémorandum, ils ont dit que en dehors du mémorandum, ils vont changer cette démission du président de la République au mémorandum. Mais nous avons tous vu ce qui a été dit dans le mémorandum. J'ai écouté des responsables de M5 qui disaient tantôt que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, ils arrivaient à avoir le mémorandum, ça allait aboutir à la démission du président de la République qui ne dit pas son nom. Donc moi, je pense que c'était important pour les chefs d'État de préciser cela. Nous avons espoir que vraiment ça va finir. Nous avons espoir. Parce que ce soit M5 qui est majorité, nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'il est temps qu'on trouve une solution à ce problème-là. Nous allons nous regarder en face, mais quelle qu'en soit la décision que les chefs d'État vont prendre demain, les Maliens vont se regarder en face. Les Maliens vont se regarder en face. Est-ce une façon de privilégier la concertation entre Maliens ? Une façon de privilégier la concertation. Parce que nous avons vu, l'histoire nous a montré que tout ce qui s'est passé au Mali, c'est entre Maliens que ça s'est terminé. Nous avons vu aussi, je pense que ces problèmes-là, ça fait partie, on appelle ça des zones de turbulence. Dans la gestion de chaque régime, il y a eu des moments comme ça. Mais après, nous nous sommes vus, entre Maliens, nous avons vraiment eu la solution. Et moi, je sais que ça va finir à cela. Les Maliens vont se voir, que ce soit M5, que ce soit les partis du pouvoir, nous sommes tous des Maliens. Et nous allons finir par trouver une solution à cela. Mais il est important que les gens, il est important qu'on montre souvent des limites, qu'on montre aux gens, aux partis, que quand vous dépassez cela, ça sera difficile de se retrouver. Quand vous accrochez au départ d'un président de la République, ça sera difficile vraiment de trouver. Quand vous accrochez au départ, je vais venir un peu à... Non, il arrive. Voilà, je vais venir un peu c'est ça le départ. Je vais revenir un peu quand mon grand frère insiste sur la question de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on quitte cela. Au lieu de s'attaquer au problème de l'Assemblée nationale, il faut s'attaquer au problème fondamental, le code électoral du Mali. Nous savons tous que le problème du Mali n'est pas un problème de personne. Nous avons un problème qui est vraiment basé sur les institutions. Donc je ne pense pas que la solution peut venir à écarter une personne, à dissoudre l'Assemblée, à faire partir quelqu'un. Il faut toucher le problème fondamental. Il faut vraiment... Le problème fondamental, c'est aller vers une réforme constitutionnelle. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été proposées pour cela. La revendication devrait être aller rapidement vers une révision constitutionnelle, vers une réforme institutionnelle. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que nous avons déjà la solution. C'est pourquoi j'ai dit que les Maliens finiront par trouver la solution entre eux, parce que nous avons vécu. Le dialogue national inclusif vient de passer. Tous les problèmes du Mali ont été cités. Il y a eu une résolution. La commission de suivi a pris du retard. Maintenant, l'énergie que nous avons fournie pour demander le président de la République, le départ du président, pour dissoudre l'Assemblée, et si nous fournissons ces énergies-là pour demander la mise en place immédiate de la commission de suivi de la résolution du dialogue national inclusif, si nous mettons cette pression-là pour que la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif puisse commencer rapidement, je pense que nous allons sortir de tout ça. C'est pourquoi j'ai foi. Et j'espère que dans les jours à venir, nous allons revenir à cela. Il y a des solutions qui ont été proposées. Les Maliens se sont assis au dialogue national inclusif. Ils se sont regardés en face et ils ont cité les problèmes du Mali. En tout cas, M. Togola, vous êtes optimiste. Hein? M. Haïdara a voulu réagir tout à l'heure. Je voulais réagir en fait. Voilà. Allez-y. Vous savez, nous avons plus de 478 lois qui gouvernent le Mali, ou d'ailleurs tout le pays, d'ailleurs un peu plus sauf le pays islamique. Nous avons laissé toutes ces lois. On dit allons-y se retrouver. Après avoir fait une concertation autour de la conférence d'entente nationale, qui n'a pas été suivie d'effet. Et nous nous sommes dit, après les élections présidentielles, pour trouver ces multiples
problèmes, trouver des solutions à ces multiples problèmes, faisons un dialogue national. Le dialogue a été fait. Ça a été un succès. La diaspora a participé dans 25 pays. Il y a eu des résolutions. Succès dans l'organisation. On y était dans le même. Vous étiez un des modérateurs. Dans l'organisation et même dans les résolutions. Le suivi, ça n'a pas été. Mais le dialogue en lui-même, succès. Mais il n'y a pas eu de suivi. Nous, on était dans la même salle. Et nous nous sommes rendus compte que s'il y avait eu un suivi de ce dialogue, ça aurait pu nous éviter beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le Premier ministre Boubou Cissé, mon entendement, il avait, dans sa lettre de mission, 3 objectifs à atteindre. Le dialogue national inclusif. D'accord. Les élections législatives. Okay. Une révision constitutionnelle. Ok, et vous pensez que les recommandations de ce dialogue sont restées dans les tiroirs? C'est resté dans les tiroirs. On n'a pris que les élections législatives avec ou sans coronavirus. Vous comprenez? Non, j'en viens. Maintenant, ces élections législatives qui ont été en fait les différentes gouttes d'eau. Le mode déclencheur. Qui a déversé toutes les vases. Il y en avait plusieurs. Toutes les vases, en fait. Donc il est arrivé un moment où on s'est retrouvé. Aucune des institutions ne marchait déjà. À part celle du président de la République, qui tarde à appliquer des suivis assez cohérents dans l'exécution, y compris les dialogues. Et nous avons une institution, c'est le CSDM, la diaspora malienne, qui a fait un courrier pour demander de la prorogation des mandats des députés. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux, mais la grande surprise a été quand ils ont voté la prorogation, il n'y a eu que 2 abstentions. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas eu quelqu'un qui a voté contre, et tous les députés étaient d'accord. Cela permettait, ça démontre ce que vient de dire mon jeune frère, que les Maliens peuvent être d'accord dans leurs désaccords pour faire avancer le Mali. Mais quand nous arrivons à avoir des députés élus, et qu'un député repêché, je l'ai dit depuis le 6 juin après la marche, qui se retrouve un dauphin constitutionnel, un président de l'Assemblée, contesté dans ces élections. Il y en a 30 autres, ils sont 31. Donc nous, société civile, à notre humble avis, toutes les autres questions peuvent trouver une solution si on trouvait les mécanismes de dissoudre cette Assemblée et organiser des élections. Peut-être M. Tembeli nous-mêmes va gagner et revenir encore comme président de l'Assemblée. Mais en ce moment, il aura gagné proprement. La question de l'Assemblée reste le plomb dans l'air. Le plomb dans l'air. Et c'est ça l'acte fort. Selon Haïdra. Oui. Non, on va arriver. Il me reste juste 1 minute, je vais terminer. Donc, nous avons constaté qu'il y a des députés qui ont gagné au premier tour. Et une pensée très pieuse envers Soumaïla Cissé et toute sa famille politique et sa famille, qui a gagné au premier tour. Alors, on se retrouve, même la seule institution qui nous reste, et aussi ne fonctionnera pas parce qu'elle est élue sur la base du faux. Donc, nous n'avons plus de représentants du peuple qui sont légitimement élus. Alors, le problème, c'est de revoir la Cour constitutionnelle, parce que la beauté de la démocratie, on ne peut pas dissoudre une Cour constitutionnelle, un président démocratiquement élu, c'est la séparation du pouvoir. Mais s'ils ont violé, je ne suis pas juriste, l'article 10, qui est leur fonctionnement, on peut les amener à démissionner. Ou l'article 8. L'article 8 plutôt, on peut les amener à démissionner. Donc, cela n'a pas été fait à temps. Le président de la République est la seule personne, la première institution à trouver une solution à ces problèmes. Il a pris tout son temps avant de réagir. Voilà, mais M. Haïdara, c'est une transition toute trouvée. Docteur Konaté, voilà, c'est le thème de cette émission, c'est le Mali, comment sortir de la crise. Et, à l'issue de la rencontre des chefs d'État, il y a le ministre nigérien des Affaires étrangères, et qui préside d'ailleurs le Conseil des ministres de la CEDEAO, qui dit à propos de la réunion de Bamako, nous pensons que d'ici lundi, le travail sera totalement achevé. Est-ce une note d'optimisme? Espérons-le, espérons-le. Et en tant que croyant, je reste optimiste malgré tout. Je voudrais revenir sur 2 propos de mon jeune frère. Il a dit qu'en matière de négociation ou de négociations de ce genre, il faut des limites. Je suis d'accord. Il faut des limites. Mais quelle sorte de limites? Il fallait poser des limites comme, par exemple, les rappels de l'interdiction de l'usage de la force létale
en matière de maintien de l'ordre. L'interdiction de l'usage de la force armée contre les populations civiles. Ça, c'est un principe, j'ai envie de dire, général de droit, sous tous les cieux. Sous tous les cieux. Ça, c'est une limite qu'on aurait pu rappeler, et de manière impartiale. Ça concerne tout le monde, ça. Pour dire attention, ça, il ne faut jamais, plus jamais, que les armes soient utilisées par les agents de force de l'ordre pour maîtriser une foule ou pour maîtriser une manifestation. Ça ne se fait pas, tout simplement. Mais poser des limites qui n'ont pas de lignes de démarcation, ça c'est des limites creuses. La démission, ce n'est pas une limite. Je ne connais aucun texte de la CEDEAO qui interdit à un président de démissionner. Je n'en connais pas. S'il en connaît, qu'il me le donne. Justement, il n'y a pas. Donc, la démission d'un président, je ne vois pas comment ça va être une limite quand c'est une démission. Docteur, bon, comme c'est il a dit. Oui, monsieur Aïdara, on va faire réagir monsieur Togola. D'ailleurs, il y a même, selon le M5 RFP, les propositions de la médiation n'ont pas tenu compte du contexte sociopolitique et des risques majeurs que la gouvernance d'IBK fait peser sur l'inexistence même du Mali en tant que nation. Oui, comme vous venez, c'est selon les propos du M5. Maintenant, moi, je pense que il y a un problème avec le M5. Quand on va... Juste attention au micro. Quand nous allons essayer de juger l'événement du 10 juillet, notamment ce qu'il a dit, l'utilisation des armes contre la population civile, et quand vous dites qu'ils n'ont pas posé de limites à cela, je pense qu'ils ont dit qu'il y aura un gouvernement, et c'est un gouvernement qui va mener des enquêtes sur ça. Ce genre d'événements, on ne juge pas sur place. Il y a une enquête qui est là. Ce genre d'événements, on ne juge pas. J'ai l'impression ils ont déjà un jugement en eux. Parce que quand je vois les accusations... Oui, les Maliens sont victimes. Oui, les Maliens mais il arrive. Non, il est en train d'en parler. Les Maliens sont victimes. Nous sommes tous victimes parce que ceux qui sont morts, c'est des Maliens. Je suis désolé. Nous sommes tous victimes. Non, on ne peut pas se mettre, c'est pas la même chose. Non. Quand même. Vous ne connaissez pas l'identité de tous ceux qui sont morts. Vous ne savez pas si j'ai un lien avec si j'ai un parent qui est décédé. Donc nous sommes tous victimes parce que c'est des Maliens qui sont morts. Donc je pense que c'est une question qui ne peut pas être écartée. Mais je ne sais pas pourquoi le M5 ne veut pas qu'il y ait une enquête avant d'accuser qui que ce soit. Ils sont directement dans les accusations. Ils sont directement dans... Non, qui a parlé d'enquête. Le M5 a même parlé de préalable. Merci. Maintenant, il faut attendre. Maintenant, il faut attendre. Je pense que les chefs d'État l'ont dit. Il faut attendre l'ouverture de l'enquête. Je pense que les responsabilités seront situées. Maintenant, je reviens au grand frère Aïdara. Le grand frère Aïdara qui a parlé. Je pense que le grand frère Aïdara a un problème avec cette question d'assemblée. Maintenant, quand vous dites que vous parlez d'un député repêché, maintenant, des députés repêchés, ils sont une trentaine, n'est-ce pas? Trentaine, en tout cas. Vous avez pointé du doigt à la question du président de l'Assemblée. Vous avez pointé de la question du président de l'Assemblée. Je pense qu'en dehors de son mandat de la commune, et vous dites qu'il est repêché, je pense que ce n'est pas seulement l'arrêt de la Cour du deuxième tour qui a eu les députés. Il y a des députés, la même Cour a fait des arrêts pour élire des députés en premier tour. Vous n'avez pas parlé des députés mal élus. Maintenant, quand vous dites que le président de l'Assemblée est un député mal élu, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est très facile pour des gens de dire que j'ai gagné aux élections. Mais on fait recours à quoi? Allez-y fouiller les résultats de la CENI. Allez-y fouiller les résultats de la CENI. Maintenant, en dehors de ça, pour être élu aussi comme président de l'Assemblée, il y a un mandat. Les représentants du peuple, des 130 et quelques voix qui l'ont élu à la tête, ce n'est pas des représentants du peuple? Non, la question, pas la question. Maintenant, c'est des représentants du peuple. Donc cela est une légitimité. Non. C'est des centaines de députés qui ont voté pour qu'il puisse être président de l'Assemblée. Maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de personnes. Donc je considère que ça va devenir des questions de personnes. Non, c'est ça l'intérêt. Les débats sont des contributions. Je voudrais qu'on fasse attention et vraiment à rentrer directement aux difficultés. Maintenant, évitons les questions de personnes. Maintenant, quand on va attaquer des députés mal, des députés bien, je pense que c'est des problèmes de personnes. Il y a un arrêt
d'une cour constitutionnelle qui les a permis d'être là-bas. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a eu un problème, maintenant il faut toucher du doigt. Qu'est-ce qui a permis à l'arrêt de le faire? Nous avons un problème à ce niveau. On parle, excusez-moi, on parle de solutions de sortie de crise. C'est-à-dire que la question de l'Assemblée a été largement évoquée. Maintenant, on parle de propositions, de solutions. Quelle solution proposez-vous? Moi, je veux comme proposition. Permettez-moi juste. Moi, je veux vraiment qu'on revienne. Je voulais juste lever comme confusion. Juste voilà. Une minute, Une très confusion. rapidement. Okay. Ne confondons pas le fait et la responsabilité liée au fait. Le fait, il est indiscutable de tous les côtés, même du côté du pouvoir, qu'on a fait usage de la force armée les 10 juillet, qu'il y a eu des violences policières les 10 juillet. Même le Premier ministre ne l'a pas nié. Maintenant, ce qui est en question, c'est ce dont il faut examiner dans les enquêtes, c'est la responsabilité. Qui étaient les auteurs de cette violence? D'accord? Qui a fait quoi? Voilà, qui a fait quoi? Voilà. Donc, il était tout à fait séant que les chefs d'État réitèrent le principe de l'interdiction de l'usage de la force armée en matière de maintien de l'ordre. Voilà. Ça devait être une ligne rouge. Non, je veux dire, ça devait être une ligne rouge. C'est ça qu'on devrait donner comme ligne rouge. Mais pas de manière poignante. D'accord. Peut-être que... Monsieur Togola, on en parlait, parce que nous sommes presque au terme de notre émission. Voilà, c'est quelle solution? Moi, je pense que la solution aujourd'hui pour une sortie de crise, il va falloir rapidement que les Maliens reviennent à cet effort qu'on a déjà fourni, le dialogue national inclusif, dont tout le monde a participé, la diaspora, les Maliens, tout le monde, la société civile, tout le monde a participé. Les gens ont fourni d'efforts, sont allés se concerter pour le Mali et ont fait des propositions pour le Mali. Maintenant, si la mise en place de la commission de suivi manque, il va falloir qu'ensemble, que nous mettons pression pour qu'il y ait une commission de suivi aux résolutions du dialogue et que nous partons rapidement. Je pense que ça sera plus facile pour nous. La résolution du dialogue national va toucher du doigt au réel problème et ça va soigner, et ça va nous apporter des solutions. Aujourd'hui, il est important. Nous avons une garantie parce que le président de la République, je me rappelle très bien, le grand frère il nous a rappelé de ça. Le président de la République a instruit au Premier ministre d'attendre la résolution du dialogue national inclusif pour en faire une feuille de route, avant de faire sa déclaration de politique générale. Donc ce qui nous prouve déjà que quel que soit le président et le gouvernement, ils attendent. L'organisation des élections législatives est une recommandation du dialogue national inclusif. Donc c'est ce qui nous permet de dire que déjà les Maliens ont compris. Mais il va falloir faire attention. Au lieu le temps que nous avons pris aujourd'hui pour les mouvements du M5 faire des missions X, si nous avons pris un petit temps pour exiger au président de la République de mettre en place la commission de suivi du dialogue national et que nous partons rapidement vers la mise en des résolutions du dialogue national inclusif, c'est plus facile pour nous en ce moment de se retrouver et avoir une solution pour le Mali. D'accord. Monsieur Haïdara, le thème, c'est comment sortir de la crise. On sait qu'aujourd'hui, au nord, il y a des problèmes, dans le centre du pays, il y a des problèmes, à Bamako, la crise sociopolitique. Quelle proposition de solution? Vous savez, le Malien, quand je vous dis qu'on est un peuple, un pays anormalement normal, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sur 8 institutions, à part celle du président de la République, aucune ne marche. Pour répondre à sa question, ce n'est pas la société civile qui a demandé à la commission de mettre 31 députés. Parmi les 31 députés, le président de l'Assemblée fait partie. Le président de la République ne s'est pas imposé comme président de l'Assemblée. Il a été élu au sein de l'Assemblée. Mais son nom fait partie de députés mal élus. Et ce qui devient un problème, c'est qu'il soit un dauphin constitutionnel. Qu'Allah nous éloigne très loin de cela. Alors, la solution que nous avons proposée, le concentré de la société civile, c'est plusieurs actes forts. À défaut, au moins 2 actes forts pour les M5. Vous savez, l'imam Mahmoudi... Les actes forts. Et c'est ce qu'a dit le président Youssouf. C'est quoi ces actes forts? Les actes forts dissous l'Assemblée nationale. Mais dans le communiqué final de la CEDEAO, il ne parle plus de la dissolution de l'Assemblée. Il parle de faire des parcelles qui n'existent pas dans notre Constitution. Faisons très attention.
faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, il faut préserver cette constitution qui est la loi fondamentale. Si on la touche... Attention au micro. Okay. Allez. Non, je vous en si prie. on la touche, alors on crée un précédent et ça peut être très grave. Donc nous disons, au lieu de faire des partiels de 31, la communauté internationale dépasse des milliards pour la sécurité du Mali. On peut trouver l'argent pour faire les élections législatives. Temeni va gagner au premier tour, il sera encore élu président de l'Assemblée. Aucun problème va se poser. Peut-être, peut-être pas. Le deuxième acte fort, il y a eu des morts d'hommes. La société civile a insisté. On ne veut pas parler de quoi que ce soit avant qu'on mette d'abord une commission en place pour qu'on identifie qui a donné l'ordre de tirer sur les Maliens qui réclament leurs droits. Qui a tiré? Deuxième, le poste de Premier ministre. Il est là pour trois choses. Un, je l'ai répété tantôt, dialogue national. D'accord. Deux, parce qu'il a fait l'accord politique de gouvernance, c'est la société civile qui a demandé qu'on le change à un dialogue national inclusif. Deux, les élections législatives, il les a réussi. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait des élections. On était tous préparés à une transition. Nous-mêmes, la diaspora a préparé le CNTP. Si, on en parlera. Pour moi, il a réussi parce qu'on a en tout cas des députés bien et mal élus. Donc, on a quand même l'Assemblée. Et le deuxième acte fort, parce que la Cour constitutionnelle, on ne peut pas avoir des élections législatives sans avoir une Cour qui valide les élections. Donc, cette Cour, on a déjà trouvé la solution à la Cour. J'espère bien que l'acte posé par... très rapidement, on finit. Et donc, nous disons que le Premier ministre, il peut demander au M5 de nous proposer 3 ou 4 noms qu'il peut choisir. Cela confirme quoi? Cela confirme que le M5 n'est plus contre, n'exige pas son départ. Boubou peut être sur la liste. Moi, personnellement, je soutiens Boubou parce que j'estime qu'il a fait du bon boulot. La fausse faute de Boubou, c'est de ne pas pouvoir gérer la Mars. D'accord. Okay? Donc, si on dit ça à M5 aujourd'hui, nous, la diaspora, nous pensons qu'on a une base de discussion. La charte que le M5 va proposer serait une feuille de route pour le Premier ministre avec 25 ministres, et cette charte serait inclue ou versée dans la Constitution pour une nouvelle République, pour empêcher que le président ou la Cour constitutionnelle ou quelqu'un d'autre nous choisit un président qui n'est pas élu par les Maliens. Donc les actes forts, pour nous, nous attendons demain, c'est ça les actes forts. D'accord. Docteur Konaté, quelle solution proposez-vous pour une sortie de crise? Avant d'arriver à ça, je voudrais... Très rapidement. Oui, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'avez dit tantôt dans l'introduction de ce débat, que pour nous, le problème que nous vivons va au-delà de l'électoral. Touche à l'économique, touche au politique, touche au social. Vous savez, en 2018, tout près, le vérificateur général parlait du phénomène galopant et tentaculaire de la corruption et de la délinquance financière et économique dans ce pays. En 2018, fin de mandat d'Ibeka. Allez-y révisiter tous les rapports du vérificateur général. Sous Ibeka, pendant les 5 ans, c'est des milliards que nous avons perdus dans les tuyaux de la corruption et de la délinquance financière. Et quelle a été la punition, ou quel a été le niveau même d'impunité par rapport à tout cela? Il est juste indescriptible. Parce que très peu de personnes ont été inquiétées, très peu d'auteurs ont été arrêtés et ont été mis en prison. Tout récemment, il y a un de ses proches qui a arraché des griffes de la justice dans le cadre de certains de ces dossiers qui sont en souffrance au niveau de la justice en matière de lutte contre la corruption. Donc, le problème de gouvernance va au-delà du problème électoral. C'est vrai que même dans ce cadre-là, je pense que Boubou a fait un très mauvais travail parce qu'il s'est servi en fait d'une résolution du dialogue national inclusif au moment où nous la prenions. Nous n'étions pas du tout dans le même contexte dans lequel nous sommes arrivés avec l'arrivée de la maladie à coronavirus. Personne ne pouvait anticiper l'arrivée de la coronavirus, la maladie à coronavirus au Mali. Donc, en pleine crise sanitaire, Boubou, son gouvernement prend la décision d'organiser les législatives, donc en mettant, bien sûr,
Oui, très rapidement. Non, je vous en prie. Non. Très rapidement. En mettant en danger la vie. Konaté, quelle solution proposez-vous? Non. Quelle solution Je proposez-vous? vais arriver à ça. Voilà, très en mettant en rapidement. danger la vie des citoyens. La Cour constitutionnelle a fait un très mauvais travail à sa qualité de juge constitutionnel. Quelle On va pas... solution proposez-vous? Non, je vous en prie. la solution, c'est qu'il faut aller au-delà de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Nous le demandons aussi. Il faut mettre en place un gouvernement de transition. Donc avec un Premier ministre consensuel, un gouvernement de transition, pas d'union nationale, comme certains le disent, transition, ça a son sens, avec des pouvoirs élargis, reconnus à ce Premier ministre de transition, donc qui va être en mesure d'engager les vraies réformes, parce que ça fait quand même des années que toutes les réformes que nous avons proposées à IBK n'ont pas été mises en œuvre. Les conclusions de la conférence d'entente nationale dont la système parlait tout à l'heure, mais les dossiers ont été classés dans les tiroirs. Les conclusions de dialogue national inclusif classées dans les tiroirs. Donc nous ne voulons plus. En fait, il faut qu'on ouvre les yeux. Chez nous, on dit, il y a un adage. Quelqu'un te ment une fois, c'est sa faute. Et 2 fois, c'est sa faute, mais 3 fois, c'est ta faute. Si tu continues à le croire. Donc il faut que tu prennes des mesures palliatives. Je vais terminer par les solutions. Je vois que vous êtes pressé, mais voilà. Quand même, j'ai pas beaucoup de temps pour élaborer. J'ai pas beaucoup de temps pour élaborer sur cet aspect-là, Voilà. par rapport Juste aux autres. 30 secondes. Non, les solutions, ça va avec ça. Je vais ajouter autre chose. Il faut une charte politique, il en a parlé, mais une charte politique qui va déterminer les grandes réformes que nous aurons à faire. Dans la Constitution. D'accord. Et dans la Constitution, même au-delà de la Constitution. Vous savez, c'est le simple fait de respecter la loi. Ça semble facile pour tout le monde, mais c'est un vrai défi dans ce pays. Juste respecter la loi. Je donne un exemple. Vous savez, nous avons un conseil de sécurité nationale qui a été créé en 2019, le 8 mars 2019. Vous savez, il a été créé au titre d'une ordonnance. Vous voyez, je vais aller très vite sur ça. Okay. Je vais aller très vite sur ça. D'accord. Vous regardez les assises juridiques de ce conseil de sécurité, enfin, qui devait même être plutôt un conseil supérieur, tel que prévu par une constitution, ou un comité de défense. Mais bon, soit. Alors, la loi d'habilitation, normalement, avait demandé au gouvernement de déposer au plus tard le 1er avril le projet de loi de ratification de cette ordonnance. Sans quoi, l'ordonnance serait devenue caduque. Mais allez-y voir, quand est-ce qu'ils ont déposé le projet de loi de ratification? C'est après l'ouverture de la deuxième session. Il faut respecter les lois. Il faut respecter les lois et c'est une culture qu'il faut instaurer dans notre pays. Voilà. Et ça aussi, il faut des mesures fortes qui soient prévues avec des mécanismes de contrôle efficaces dans cette charte politique que nous allons pouvoir mettre en œuvre. D'accord, Monsieur Togola. La proposition que M. Konaté vient de faire. Nous sommes, Monsieur Togola, c'est une émission, c'est la télé, c'est des programmes. Et en tout cas, on a entendu les différentes propositions pour une sortie de crise. Et c'est sur ces notes d'optimisme que prend fin cette émission de débat que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Le Mali, comment sortir de la crise, était le thème de cette émission politique, le débat. Nos invités étaient Dr Mahamadou Konaté du M5 RFP. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdou Salam Togola, CFR de la Convention des forces Convergence des forces républicaines. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et Mohamed Chérif Haïdara, président du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Merci, c'était un plaisir. Président Haïdara. Voilà. C'est la fin de cette émission politique, le débat d'Africable Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre intérêt. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision.